Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs du salon de m'avoir donné la possibilité de vous parler ce matin dans cette salle, juste après l'ouverture du salon, de ce sujet de la donnée à travers un exemple dont les médias nous parlent beaucoup, qui est l'exemple de Toronto, de ce qui se passe à Toronto avec le projet de ville intelligente de Smart City de Toronto. Donc, je suis Jacques Priol, je suis le fondateur d'un cabinet de conseil ici à Nantes qui s'appelle Civiteo et qui travaille sur la stratégie de la donnée pour les acteurs publics et en particulier pour les territoires. Et j'ai eu la chance ces derniers mois de me rendre plusieurs fois au Canada et d'aller voir sur place en quoi consiste ce projet que je vais maintenant vous présenter. Et puis on s'arrêtera bien sûr en détail sur des sujets de data. Alors le projet, c'est d'abord le projet des quais de Toronto, qui est un endroit extrêmement important, un endroit stratégique dans le développement de Toronto, capitale économique du Canada, sur les bords du lac Ontario. Le lac Ontario fait la frontière avec les États-Unis. Et la zone portuaire a été historiquement une zone extrêmement importante pour l'approvisionnement du pays, pour des raisons de sécurité, pour des raisons stratégiques importantes, et qui a donné lieu à des développements extrêmement forts, notamment tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est une friche industrielle qui est à reconstruire, sur laquelle un projet doit être développé. Quelques points de repère pour comprendre ce projet. Quayside, c'est le quartier, c'est la zone des quais. On entend parler du projet Waterfront Toronto. Waterfront Toronto, c'est le nom de l'opérateur public qui gère ce territoire. C'est un opérateur public qui rassemble à la fois la ville de Toronto, la province de l'Ontario et le gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que cette zone portuaire avait une importance stratégique et c'est la raison pour laquelle les différents niveaux institutionnels avaient à s'en occuper et ont maintenant à s'occuper de son développement. Et on parle aussi du projet Sidewalk. Et quand on parle du projet avec ce terme-là, on fait référence à Sidewalk Labs, qui est une filiale du groupe Alphabet, donc une filiale sœur de Google, dont je vais vous expliquer les conditions d'intervention aujourd'hui sur ce quartier. Alors ce quartier, c'est un quartier assez important. Le projet global de la zone portuaire, c'est 300 hectares. Ça fait, si ma conversion est bonne, ça fait 3 km². Pour comparer, l'île de Nantes, c'est 4,6 km². Mais le projet initial Quayside, le projet sur le quai, n'est que la zone en rouge sur la carte qui ne représente qu'une dizaine d'hectares, même si, in fine, vous allez voir, le projet va déborder de ses frontières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Toronto? Donc, on est en proximité immédiate du centre d'affaires de Toronto, dans cette zone portuaire qui est une grande friche industrielle. Eh bien, en 2017, Waterfront Toronto, donc la structure publique qui gère l'espace, lance ce qu'on appellerait en France un appel à manifestation d'intérêt. Avec cette idée, Waterfront Toronto est à la recherche d'un partenaire d'exception qui placera l'innovation au centre de sa démarche pour réussir à transformer radicalement les usages et instaurer un cadre propice à l'émergence de méthodes innovantes qui feront référence dans le monde entier en matière de gestion urbaine. Bref, le territoire de Toronto veut devenir un laboratoire à grande échelle pour construire un modèle de la ville du futur. Et ils ont la particularité d'avoir ces terrains disponibles, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la construction d'une ville intelligente, smart city, les mots sont, peu importe la manière dont on va les présenter, on va dire from scratch, à partir de rien. Il y a un terrain qui est nu, et à partir de là, on va essayer de construire une ville extrêmement innovante et qui a vocation, du point de vue des opérateurs publics, d'être un démonstrateur qui pourra servir à l'échelle mondiale. Et c'est Sidewalk Labs, la filiale du groupe Alphabet, qui a été lauréat de cette démarche et qui crée donc Sidewalk Toronto avec plusieurs promesses. Offrir une qualité de vie supérieure à une population diversifiée, construire l'espace urbain le plus innovant du monde, attirer et soutenir l'économie du XXIe siècle avec notamment un pôle de développement centré sur l'innovation urbaine, créer un modèle reproductible qui pourra être mis en œuvre dans le monde entier, on y reviendra, parce que sur la data, c'est très important, cette dimension, pour comprendre ce que font les équipes d'Alphabet sur place, et assurer une viabilité financière aux investisseurs sur le long terme. Alors, ce projet, Sidewalk Labs, Sidewalk Toronto, on en parle beaucoup à Toronto, dans l'Ontario, on en parle beaucoup au Canada, aux États-Unis, on en parle aussi en France, on en parle dans toute l'Europe.
parce qu'il y a cette ambition d'y construire un projet mondial. Et je vais maintenant vous le présenter, vous le détailler, et je vous dirai ensuite comment approfondir pour celles et ceux qui sont intéressés. Je vais d'abord vous parler du projet urbain en tant que tel, et on va bien sûr s'arrêter longuement sur le contenu en termes de data. Le projet, c'est d'abord un investissement sans précédent pour construire un quartier comme celui-là. Sidewalk a su attirer les meilleurs urbanistes et architectes, des experts en énergie et développement durable, des experts en mobilité, des experts en design et concertation publique. J'ai eu la chance de participer sur place à un certain nombre de choses et de voir notamment les outils déployés en termes de concertation publique tout au long du processus sur les différents aspects de fabrication du projet. On connaît les uns et les autres, y compris ici à Nantes, des projets d'aménagement sur lesquels il y a des phases de réunion, de concertation publique. Quand on voit les moyens qui sont mobilisés par Google, enfin pour faire simple, on se dit waouh, si on avait partout des moyens aussi importants, ça permettrait certainement de mobiliser encore plus de monde et d'avoir des outils de concertation extrêmement importants. Alors, il y a d'abord, quand on regarde le projet en tant que tel, ce que je vais appeler trivialement un espèce d'effet waouh. Les documents qui sont présentés nous montrent une architecture en bois, des rues chauffantes. Il fait froid l'hiver au Canada. Des rues chauffantes. La gestion des déchets qui est entièrement intégrée dans les sous-sols. Les rues sont partagées en fonction des différents usages, piétons, circulation douce, en fonction des horaires, des systèmes entièrement automatisés, des garanties apportées sur la mixité sociale, des bâtiments à énergie positive. Bref, un projet un peu futuriste, une espèce de ville du futur dont on voit, aujourd'hui c'est encore un terrain vague, mais que dès le premier coup de pelleteuse, cette ville pourrait commencer à voir le jour sous nos yeux. Et tout ça est présenté dans un document qui vient d'être rendu public juste avant l'été, ce qui est en fait un schéma stratégique d'innovation et développement, le Master Innovation and Development Plan, qui est un document stratégique, qui est le fruit des 2 ans de travail des équipes de Google, pour faire simple, 1500 pages de documentation, tous en ligne, vous avez l'adresse qui est indiquée là, tout ça est présenté dans le détail, avec des modalités techniques, des schémas, le travail de tous ces experts est maintenant posé sur la table. On verra ce qui va en advenir, et je vous fais un petit peu de teasing. Le projet, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore sûr de voir le jour. Alors dans tout ça, il y a évidemment la data. La data qui est un enjeu central dès l'origine, parce que ce modèle extrêmement innovant urbain, en rupture avec un certain nombre d'usages précédents, c'est en tout cas le cahier des charges, y compris que les autorités publiques ont posé sur la table, est un modèle de ville intelligente Smart City, avant tout un modèle de ville optimisée par la donnée, et le travail qui a été conduit pour préparer le dispositif le montre à l'évidence. D'abord, les équipes sur place ont commencé à tester tous les types de capteurs de données disponibles aujourd'hui d'un point de vue technologique, pour voir quel type d'usage allait pouvoir en être fait. Des caméras, bien sûr, du Bluetooth, de l'infrarouge, des capteurs de qualité de l'air, des micros pour le son, des capteurs pneumatiques, des radars, y compris des capteurs qui, pour certains, sont encore assez expérimentaux ou alors extrêmement chers, des capteurs laser qui coûtent plusieurs milliers de dollars l'unité, qui, pour l'instant, sont envisagés comme étant des moyens de fonctionner. Et puis, il y a une préoccupation industrielle dans cette approche, parce que c'est aussi l'idée, on l'a bien compris, que ce qui va être testé sur place à Toronto puisse être testé ailleurs. Il y a l'idée que le déploiement de ces capteurs, on réfléchit tout de suite à des solutions pour le faire assez rapidement. Alors, une solution qui n'est pas nécessairement exclusive du projet de Toronto, mais il y a le système Koala, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le fait de mettre des supports pour différents types de capteurs à de nombreux endroits pour facilement pouvoir mettre des capteurs, les changer, les interchanger. Tout ça est conçu et prévu dès le départ. Conçu et prévu dès le départ avec un enjeu tout à fait central sur la data et des questions qui, évidemment, ont été posées dès le démarrage, dans les concertations, par des acteurs publics, par des acteurs privés, par des citoyens. Et on verra tout à l'heure que ce projet ne vit pas sa vie comme un long fleuve tranquille. Il y a notamment des mouvements citoyens, des activistes, des mouvements militants qui, aujourd'hui, se sont saisis notamment de la question de la data et qui considèrent que c'est une difficulté majeure de ce projet. Bien sûr, dans un projet
de villes intelligentes, je caricature un peu, mais truffées de capteurs, il y a des questions du respect de la vie privée. Au Canada, on n'a pas le RGPD, j'y reviendrai. Il y a des questions sur la commercialisation des données. Il y a des questions sur la transparence des usages des données. Il y a des questions sur l'open data. On est dans un cadre public, d'espace public. Est-ce que les données collectées seront à disposition en open data? Il y a des questions sur le régime de propriété des données. Il y a des questions sur les contrôles juridiques, contrôles techniques, contrôles démocratiques qui peuvent être faits. Dans un pays, et c'est important pour nous, en France, de regarder ces choses-là avec attention, de la même manière qu'aujourd'hui les Canadiens regardent avec attention ce qui se passe en Europe, dans un pays où, pour l'instant, la protection des données personnelles n'est pas soumise à une législation de type RGPD, et dans lequel le fonctionnement du système institutionnel canadien fait que chaque niveau territorial a la possibilité d'édicter des règles juridiques. On y reviendra tout à l'heure, je rebondirai sur ce qu'a pu vous dire Francky Trichet sur la charte métropolitaine de Nantes, qui est un document que la collectivité est en droit de poser, d'adopter, mais une ville en France ne pourrait pas édicter une réglementation en matière de protection de la vie privée. Nous avons ce RGPD européen, sa transposition dans une loi française faite il y a quelques mois maintenant. Au Canada, vous avez une législation fédérale qui, au passage, est en cours de refonte. J'y reviendrai parce qu'elle est notamment impactée par le projet Sidewalk à Toronto. Il y a une législation provinciale de l'Ontario et il y a une réglementation communale sur la protection des données personnelles. Dès le départ, cet enjeu central a provoqué des polémiques. Quelques mois après le démarrage du projet, Anne Cavoukian, qui avait été auparavant commissaire à la protection de la vie privée de la province de l'Ontario, qui avait été recrutée par les équipes du Sidewalk Labs, a démissionné avec fracas, considérant que la manière dont la question de la protection des données personnelles était envisagée dans le projet n'était pas satisfaisante et elle a démissionné. C'est une personnalité forte, reconnue. Sa démission était faite pour provoquer une prise de conscience de ces enjeux dans la construction du Sidewalk Labs. Alors, je le dis tout de suite, les équipes sur place, filiales d'Alphabet, sont des équipes extraordinairement puissantes et performantes. La personne qui gère la stratégie data du projet était auparavant, pendant 10 ans, la Chief Data Officer de la ville de New York. Les recrutements qui ont été effectués sont des recrutements assez impressionnants en termes de CV, de compétences. Et face à chaque difficulté, les équipes locales d'Alphabet ont essayé de réagir en disant « OK, on a entendu qu'il y avait ce problème, voilà la manière dont nous allons le traiter parce que notre objectif, c'est bien de sortir ce projet en conformité avec le cahier des charges qui nous a été fixé par des opérateurs publics. » Et toute la dialectique, toute la construction du dispositif de data que je vais vous présenter maintenant a été construit en réponse à des objections qui ont pu être faites par les uns et par les autres. Et si vous avez le temps et la curiosité de lire le master plan dont je vous ai parlé tout à l'heure, je remettrai, si vous le souhaitez, les coordonnées pour le télécharger. Dans ces 1500 pages, il y a à peu près 200 pages qui sont consacrées à la data. Chaque sujet est, de façon très explicite, identifié en disant « voilà le problème qui est posé, voilà comment nous allons essayer d'y répondre ». Et justement, les réponses de Sidewalk Labs en matière de data sont de nature différente. D'abord, et spontanément, vu de l'extérieur, on ne s'attend pas nécessairement à ça de Google, je caricature un peu, mais une stratégie d'open data, avec une architecture d'API extrêmement ambitieuse pour mettre à disposition un volume important de données issues de l'exploitation du quartier, de nouvelles normes qui sont proposées, j'y reviendrai parce que ça fait débat, c'est-à-dire que les équipes du Sidewalk disent on va pouvoir construire de nouvelles normes sur des données de gestion urbaine qui seront mises à disposition en open data, mais nous travaillons d'ores et déjà à la définition de ces normes, ce qui va poser des questions derrière. Des développements en open source sur un certain nombre d'outils d'accès à la donnée également. Autre type de réponse, et ça c'est un projet qui, objectivement, en termes de moyens mobilisés, était assez surprenant, un travail sur la transparence et le consentement des citoyens à ce que, lorsqu'ils se déplacent dans le quartier, on collecte des données sur leur activité. Comment ils se déplacent, type de moyens de transport, consommation, tout un tas de sujets, avec tous les capteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. Et la question que se sont posées les équipes, c'est on ne va pas pouvoir
et ça on le sait aussi, j'y reviendrai, ça sera ma conclusion tout à l'heure. Dans les villes françaises où on déploie aujourd'hui de l'innovation en la matière, on a ce type de difficulté. Comment est-ce qu'on prévient des citoyens, y compris lorsque c'est à titre expérimental, que l'on rentre dans une zone dans laquelle il y a de la captation de données qui va être de nature différente de ce qui existe dans la rue d'à côté. Par exemple, parce qu'on va déployer des capteurs Bluetooth, par exemple, parce qu'on va mettre des capteurs infrarouges, etc. Et le travail qui a été mené par les équipes à Toronto, c'est une démarche de design à l'échelle internationale, avec des ateliers qui ont eu lieu sur place à Toronto, qui ont eu lieu à Londres, qui ont eu lieu à San Francisco, qui ont eu lieu à New York, pour construire un dispositif extrêmement sophistiqué d'information du public, de sorte qu'à chaque endroit, quand on passe dans la rue, on puisse nous dire « Attention, ici des données sont collectées, voilà à quoi elles vont servir ». C'est pour ça qu'il y a ce système d'icônes qui a été construit pour être compris par toutes les cultures du monde. Des designers d'un nombre important de pays ont travaillé dessus. Voilà à quoi ça va servir. En jaune, c'est voilà le type de données qui vont être collectées. Ça peut représenter un risque en termes de connaissances personnelles, ça va jusqu'aux empreintes digitales, etc. En bleu, c'est lorsqu'il y a des choses qui sont ensuite anonymisées, vous n'avez plus rien à craindre. Et il y a un petit code qui permet de se connecter sur un espace, je vais vous montrer comment ça fonctionne, qui permet à chacun de dire « je suis passé à cet endroit-là, des données ont été collectées, je peux savoir ce que c'est ». L'ensemble de ce dispositif de transparence, c'est une décision qui a été prise en cours de route, dans une logique de dire « on vous apporte la preuve que l'on est vraiment transparent jusqu'au bout ». Les équipes de Sidewalk ont déposé l'ensemble de ce système en Creative Commons sur GitHub il y a quelques semaines maintenant. Vous pouvez le consulter. Je le dis ici aussi, et vous verrez ensuite que ça n'empêche pas la critique, nous n'avons pas connaissance aujourd'hui d'un autre territoire au monde où des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, aient poussé jusqu'au bout ce type de raisonnement et ce type de logique, avec un mode de fonctionnement, là je vous en présente le détail du système de signalétique. Ça se traduit par des panneaux dans la rue, donc ils ont testé, une démarche de design assez classique, testé dans des espaces réels le dispositif, et avec mon smartphone, je suis capable de savoir exactement quel type de données ont été collectées, où elles vont, à quoi elles servent, est-ce qu'elles seront commercialisées ou pas, est-ce qu'elles sont anonymisées ou pas, etc. Bien sûr, ils ont traité aussi les questions d'intelligence artificielle. Au Canada, par ailleurs, pays qui, à travers la charte de Montréal sur l'intelligence artificielle, fait aujourd'hui un petit peu autorité au niveau mondial en termes de référence sur une approche éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Je ne rentre pas dans le détail, mais Sidewalk Labs dit on aura notre propre charte sur l'IA, équité de traitement, responsabilité des acteurs, transparence, explicabilité des processus, valeur en conformité avec les standards internationaux des droits de l'homme, respect de la dignité humaine, etc. Je ne rentre pas dans le détail, c'est des sujets que certains d'entre vous connaissent bien. Je dirais que rien d'extraordinaire dans ce processus, mais en tout cas, c'est affiché. Autre point important, plus complexe dans la réponse apportée par Sidewalk, le stockage des données. Ils ont examiné dans le détail la législation au Canada. La loi fédérale canadienne sur la protection des données personnelles dans les entreprises n'impose pas que les données soient stockées ou traitées uniquement au Canada, mais ils ont entendu dans de nombreuses réunions, dans de nombreuses rencontres institutionnelles, dans des rencontres y compris avec la province de l'Ontario, qui a sa propre stratégie de la data très élaborée, avec la ville de Toronto, qui élabore également sa propre stratégie de la data, qu'il y avait quand même une attente, une demande à ce que les données issues du projet soient stockées au Canada. La réponse à ce stade, Sidewalk Labs s'engage à faire de son mieux s'il existe des fournisseurs canadiens qui offrent des niveaux appropriés de sécurité et de fiabilité. Donc pour stocker les données au Canada, il est clair que les responsables institutionnels que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises insistaient sur ce point en disant on n'a pas trop envie que les données traversent le lac et aillent aux États-Unis. Et puis apparaît un point extrêmement important. C'est l'idée que tout ce dispositif de data ne peut prendre sens, ne peut être une forme de réponse aux interrogations très légitimes qui ont été posées dès le début sur la table par les gens participant aux concertations, simples citoyens, organisations, mouvements militants ou partenaires publics. L'idée qu'il fallait créer ce qu'on va appeler en anglais Civic Data Trust, un espace de confiance qui va intégrer des éléments de gestion de ces données. Pourquoi ce projet est arrivé? Je le mets par nécessité. Je vous donne là
un avis qui a été donné par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au démarrage du projet, en disant « Cyber Toronto est un projet mené conjointement par Waterfront Toronto, donc une autorité publique, et Cyber Labs, qui appartient à Alphabet, société mère de Google. Naturellement, ce projet soulève de nombreuses questions concernant la collecte des données, la protection de la vie privée, le stockage des données et leur usage possible. La question, c'est que, très concrètement aujourd'hui, à Toronto, quelle que soit la qualité des réponses techniques, des engagements pris, des dispositifs open data ou autres annoncés par l'équipe de Sidewalk, le fait que de toute façon, ce soit une filiale sœur de Google, fait que la compréhension et l'acceptation sociale et politique, d'une certaine manière, de ce projet, souffrent toujours d'une grande difficulté. Et ça, on l'a fortement mesuré il y a environ 9 mois, un an, 9 mois, quand un certain nombre de mouvements locaux sont montés très très fort dans l'opinion sur ce sujet de la data, comme étant véritablement le point d'achoppement qui devait conduire les autorités publiques, peut-être, j'y reviendrai tout à l'heure, à dire stop au projet, entre guillemets, face à Google. Plusieurs autres démissions dans des instances diverses, de concertation, d'expertise, de comités scientifiques accompagnant le projet, ont eu lieu. Les médias s'en sont fortement saisis, mais Cyber Labs a réagi en disant « on va travailler sur cette structure de type Civic Data Trust ». Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un sujet important, on va y venir dans ma conclusion, parce qu'on va parler de ce qui se passe en France après. On n'a pas véritablement de mots français pour traduire cette notion. C'est un cadre de confiance à construire. Nos amis québécois qui traduisent mieux, plus vite l'anglais peut-être que nous, parlent de fiducie de données, mais la notion de fiducie, et tu renvoies un format juridique que nous n'utilisons pas en France. Donc c'était un espace dans lequel des acteurs vont se mettre d'accord pour mettre à disposition un certain nombre de données. Cette structure, ça doit être une structure indépendante qui doit avoir des règles et des principes, une doctrine, une charte, avec des outils techniques qui offrent des garanties, des moyens de contrôle. C'est créer un espace de confiance qui ne soit ni l'opérateur privé, ni totalement l'opérateur public, un espace sur lequel les citoyens, le cas échéant, peuvent exercer une forme de contrôle. Vous avez actuellement des travaux, notamment conduits à Londres par l'ODI, l'Open Data Institute, qui réfléchissent à comment on pourrait essayer de formaliser cette notion de Civic Data Trust. Les équipes du Cyber Labs ont travaillé sur ce sujet pendant de nombreux mois, pour au final aboutir à quelque chose qui va encore plus loin, qui est très détaillé dans le document qui a été rendu public juste avant l'été, et qui est une réflexion extrêmement structurée, qui est la création d'un Urban Data Trust, avec la définition de qu'est-ce qu'on appelle les données urbaines, qui sont à la fois des données personnelles collectées sur les usages dans la ville et des informations non nominatives recueillies dans l'espace public. Je rebondis sur ce que disait Francky Trichet tout à l'heure. La réflexion menée par la métropole de Nantes, qui, entre autres choses, a débouché sur l'élaboration de cette charte, c'était de dire qu'il y a des données qui sont produites dans l'espace public par des acteurs qui ne sont pas des acteurs publics, qui ont un impact sur la vie dans la cité, et ces données peuvent peut-être rejoindre cette catégorie de données urbaines. Les gens de Cyber Labs disent « ces données urbaines doivent être considérées comme un bien public ». Ça n'était pas du tout la tonalité de leur discours et de leurs propos il y a 18 mois au démarrage du projet. Ils vont plus loin. Les données anonymisées doivent être rendues publiques, ça sera l'open data. Et la gestion de cet Urban Data Trust est confiée à une autorité indépendante, la fameuse fiducie de données urbaines indépendante du Cyber Labs. Cette fiducie de données urbaines, elle est indépendante, elle est dotée de pouvoirs de contrôle et de sanctions des opérateurs quant à la collecte, l'hébergement, les usages et le traitement des données. Et à terme, ils l'écrivent noir sur blanc, les équipes d'Alphabet imaginent que cette structure deviendra carrément un organisme public. Si je résume un petit peu ce qui s'est passé dans cette réflexion et tout ce travail sur la data, d'une certaine manière, on a vu les équipes d'Alphabet se dire « on va réussir à gérer, nous, les conditions de collecte, de traitement, d'exploitation, de commercialisation, le cas échéant, mais dans certains cas pas, des données, parce qu'on va construire un dispositif dont nous aurons la maîtrise et qui va offrir des garanties, notamment aux acteurs publics en face. » Ils se sont rendus compte progressivement que ça ne fonctionnait pas comme ça et qu'il y avait certainement quelque chose à créer entre la réglementation, d'une part, et l'opérateur privé à qui on confie la réalisation d'un quartier. Et ce quelque chose, il a un statut hybride, public-privé,
Il est un espace qu'on pourrait appeler un tiers de confiance en français, un espace, et d'une certaine manière, qui ne leur appartient plus. D'une certaine manière, ils ont un peu retourné la problématique et renvoyé la balle dans le camp du gouvernement fédéral, des autorités provinciales et des autorités locales de Toronto en disant « Ok, on a compris, on n'a pas confiance en nous dans la manière de gérer les données, c'est pourquoi ces données, nous allons les mettre dans un espace dont vous, autorités publiques, vous aurez le contrôle. » On en est là aujourd'hui. C'est tout chaud, ça vient de sortir. Ces éléments-là n'ont pas tué les polémiques. Donc, petit point d'étape sur le projet aujourd'hui, data et pas data. D'abord, le document qui a été présenté au mois de juin ne concerne pas le petit espace Quayside initialement prévu qui est en haut à gauche. Le périmètre du projet a changé et Alphabet a déposé un projet qui comporte non plus une dizaine, mais un développement sur une soixantaine d'hectares, en disant on va en faire la plus grande zone urbaine à énergie positive d'Amérique du Nord. Cette ambition, on va dire urbanistique, fait des vagues. Y compris certains opposants disent « on vous l'avait bien dit ». Ils ne vont pas se contenter d'un morceau de quartier expérimental. Ce qu'ils veulent, c'est gérer la ville. Et voilà à quoi ressemble la vue d'artiste qui a été déposée fin juin sur le bureau des autorités locales par l'équipe de Sidewalk. Évidemment, sur la question de la data, un certain nombre de critiques perdurent. D'abord, il y a des critiques fortes sur le refus a priori de réfléchir à des dispositifs d'anonymisation systématique des données. C'est l'idée que peut-être on peut optimiser la gestion urbaine en utilisant beaucoup de données, sans doute, mais qu'on a peut-être la possibilité d'être efficient en n'utilisant que des données anonymisées. C'est un sujet important qui renvoie à des considérations techniques. Je le dis pour faire un tout petit peu de publicité, tout à l'heure à 13h45, il y a une table ronde Smart City intitulée « Ville intelligente » ou « Ville de la surveillance » et nous avons invité un industriel à cette table ronde qui nous parlera de comment peuvent fonctionner des capteurs qui, dès l'origine, produisent de la donnée anonymisée. Des critiques sur l'absence de cartographie générale des données, c'est l'idée que le document très détaillé de Sidewalk Labs fixe des principes et des règles, mais ne dit pas exactement sur quoi tout ça va s'appliquer. Ce travail n'a pas été fait. Un vrai sujet sur le fait qu'ils, selon les critiques du projet, prétendent définir eux-mêmes de nouvelles normes de données, y compris de nouvelles normes de l'open data, alors que le monde de l'open data a produit depuis 2007 maintenant tout un tas de normes avec des processus très ouverts, très transparents, et il n'y a jamais eu d'acteur privé à imposer une norme en matière d'open data. L'idée que, aussi, certes, il y a ce projet de Urban Data Trust, mais il n'y a pas de limite a priori posée concernant notamment la commercialisation des données. On pourrait aussi imaginer qu'il y ait de la commercialisation partielle, sous contrôle, etc., mais malgré tout de la commercialisation dans le cadre de ce dispositif. Des critiques sur la place effective des citoyens. Il y a eu beaucoup de réunions de concertation, je l'ai indiqué tout à l'heure, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un contrôle démocratique qui se met en place sur le dispositif. Donc aujourd'hui, ces oppositions et ces polémiques sont toujours vives, avec notamment une figure, il y en a quelques autres, on a eu la chance de la rencontrer, y compris avec quelques collectivités françaises qui nous accompagnaient au mois d'avril, Bianca Wiley, qui aujourd'hui est une des animatrices d'un mouvement qui s'appelle Blog Sidewalk et qui a publié il y a quelques jours un article disant « Vous vous rappelez des débuts d'Uber, il était question d'innovation, des emplois, un service efficace et de la tech. Maintenant, 10 ans après, Uber est en compétition avec les services publics de transport. » Et qui nous dit « Voilà, attention, de toute façon, quelles que soient les solutions proposées, quels que soient les outils data, quelles que soient les garanties apportées, est-ce bien raisonnable qu'un opérateur tel que Google gère un quartier ?» Et elle va plus loin, c'est assez intéressant. Elle nous a dit au mois d'avril vous savez, en tant qu'activiste, leader un petit peu de mouvement d'opposition à ce projet, j'ai bien conscience que je fais moi-même partie de l'expérimentation, parce que Toronto, c'est une expérimentation pour construire un modèle qui a vocation à être diffusé ensuite dans le monde entier, et y compris la manière dont ils sont capables de gérer une activiste comme moi qui leur casse les pieds du matin au soir, eh bien, ça fait partie de leur courbe d'apprentissage pour ensuite pouvoir déployer leur dispositif. Derrière tout ça, sur la data, plusieurs questions centrales apparaissent et qui sont très intéressantes. Et je vais terminer par un croisement de notre regard français de l'autre côté de l'Atlantique sur ce sujet. Plusieurs questions centrales.
Qui est légitime à fixer les règles? Qui est crédible à fixer des règles? Qui définit les standards? Qui finance la collecte des données, leur stockage? Où est-ce qu'elles sont hébergées? On pourra en rajouter d'autres, mais en voilà quelques-unes. Et ces questions, elles ne sont pas encore totalement posées. À Toronto, été 2019, l'État fédéral propose une nouvelle charte numérique canadienne qui fait déjà aussi débat. Cette charte numérique canadienne, elle a été présentée comme ayant été travaillée comme une forme de réponse du gouvernement fédéral à ce qui est en train de se développer et de s'expérimenter à Toronto. La ville de Toronto, de son côté, la province de l'Ontario du sien, engage une réflexion sur leur propre doctrine et réglementation, sachant que tout ça se fait dans un calendrier qui est très serré, parce que fin 2019, le schéma directeur sera approuvé par les autorités locales ou non. En l'état actuel des choses, juridiquement, ce projet peut encore être abandonné et on le suivra avec grand intérêt de tout point de vue. Quelques enseignements pour la France. Les questions que je viens de poser sur Toronto se posent à l'identique chez nous, dans les villes dans lesquelles nous expérimentons aujourd'hui, ou nous déployons aujourd'hui, des solutions de villes intelligentes, smart city, dans lesquelles on a des dispositifs d'optimisation, d'amélioration de la gestion publique par des systèmes pilotés par la donnée. Les règles, certes, on a le RGPD, la collecte, l'hébergement, etc., c'est des vrais sujets. Regardons les choses peut-être un peu dans le détail. D'abord, le RGPD ne suffit pas à définir ces règles. L'application du RGPD pour la ville intelligente est un sujet sur lequel nous travaillons depuis un certain nombre de mois avec différents partenaires, y compris des avocats spécialisés sur le sujet. L'application du RGPD ne coule pas de source sur ces sujets, parce qu'on est en train d'inventer de nouveaux espaces de travail avec de la data qui n'existaient pas dans la manière d'organiser, de gérer, de conduire les services publics. Il y a de nouveaux enjeux dans la relation publique-privée. Il y a des vraies difficultés pour les uns et pour les autres à construire des protocoles expérimentaux qui pourraient permettre, à certains moments peut-être, de déroger à des principes du RGPD, le temps de vérifier si la manière dont on va traiter des données va produire des effets bénéfiques en matière d'intérêt général, d'amélioration d'un système de mobilité, de réduction de consommation sur de l'éclairage public, d'optimisation de la collecte des déchets, de sécurité pour certains. Et la question qui se pose, c'est de savoir quel rôle les uns et les autres doivent avoir. Comment une collectivité publique, face à ces enjeux de la data, doit se positionner, sachant qu'il y a un certain nombre d'éléments importants à prendre en compte. On n'agit pas tout seul sur ces questions. D'abord, il y a l'opinion publique. Je ne vais pas le détailler ici, on en parlera peut-être cet après-midi dans la table ronde, mais l'opinion publique est sensible à ces questions-là et il y a une vraie attente, une vraie demande des citoyens à ce que leurs données, quand ils sont en tant que citoyens, en tant qu'usagers dans l'espace public, soient protégées par les acteurs publics. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées sur le sujet qui le montrent très clairement. On peut se poser la question, et ça fait partie des choses qu'on a pu voir ici à Nantes lors de la préparation de la charte métropolitaine, mais qu'on a pu voir aussi ailleurs dans d'autres territoires, de savoir comment les professionnels de la data interagissent aussi avec un acteur local, avec un acteur public, et il y a un petit peu l'idée que pour un certain nombre de professionnels de la data, certains nous l'ont dit très clairement il y a quelques mois, c'est une bonne chose d'avoir en face de soi un acteur public qui va nous dire voilà un petit peu comment on veut travailler, voilà un petit peu quelles sont les limites, voilà les règles éthiques ou les principes juridiques, peu importe par quel bout on attrape le sujet, mais que nous, on voudrait utiliser dans ce projet pour ne pas partir dans tous les sens, dans une fuite en avant de collecte de plus en plus massive de données et d'approches qui parfois sont un petit peu surjouées autour du big data et de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a une vraie question qui est la manière de travailler avec les grands opérateurs urbains. En France, nous sommes un pays leader au niveau mondial sur ces grands groupes opérateurs de services publics qui font de la distribution d'énergie, de l'eau, de l'aménagement urbain, qui font de la construction, qui font de la gestion des transports publics. Vous les connaissez, je les cite sans aucune mise à l'index de qui que ce soit. Bouygues, Suez, Vinci, Engie, Veolia, tous les autres, certains sont peut-être dans la salle, qui eux aussi, aujourd'hui, se cherchent très concrètement sur la manière dont ils vont pouvoir gérer la donnée dans la mise en œuvre des missions de service public qui sont les leurs, de savoir comment ces données peuvent être, à un moment donné, restituées à l'acteur public, de savoir si les données de ce qu'eux font pour le compte de l'acteur public doivent être, elles aussi, mises en open data de la même manière que les données de l'acteur public sont soumises à des obligations de transparence et d'open data, et la manière dont ces données peuvent être utilisées pour développer de nouveaux services qui feront, certes,
leurs bénéfices certainement de demain, mais aussi la nouvelle offre de services publics que les territoires pourront proposer aux citoyens. Et ce cadre de réflexion, il est urgent de le penser avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, nous avons des villes qui se battent avec des opérateurs sur la question de la propriété des données des délégations de services publics. On peut penser, mais il n'y a pas de texte à le dire de façon explicite, que les données produites dans le cadre de la mise en œuvre d'une mission de service public sont une propriété publique. Quelque part, Cyworld Labs a fini par le dire à Toronto. En France, nous ne le disons pas toujours de façon aussi claire que ça. Il y a des questions sur l'hébergement et le stockage des données. Il y a des questions sur la manière dont on va conduire des expérimentations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'une collectivité locale, une métropole, un département, déploie des capteurs Bluetooth à titre expérimental sur la voie publique, par exemple? C'est un des deux moyens avec les caméras infrarouges de savoir combien il y a de personnes dans une voiture. On mesure surtout le nombre de téléphones dans une voiture, mais ça revient à peu près au même, notamment dans des logiques de développement de politiques de covoiturage, pour lutter contre ce qu'on appelle, avec ce mot barbare, l'autosolisme. Et aujourd'hui, on expérimente dans des territoires, en France, de toute bonne foi, avec une vraie volonté de contribuer à l'intérêt général, le déploiement de ces capteurs, sans s'être posé la question de savoir où vont ces données. Est-ce qu'il y a des données personnelles dedans? Oui, il y en a. Comment c'est stocké? Comment c'est hébergé? Quel contrôle? Ce sont certes que des expérimentations, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Vous avez peut-être vu cet été la polémique, avec la CNIL notamment, sur l'expérimentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance faciale à travers la vidéosurveillance de Nice. Je ne porte pas de jugement. S'il y a bien une ville, avec ce qui leur est arrivé, qui peut être légitime à réfléchir à ces questions de sécurité, pourquoi pas de ce que de ces nouveaux outils peuvent apporter, Nice est bien placé pour. Mais le sujet, c'est dans quel cadre? Dans quel cadre? On n'a pas aujourd'hui défini de cadre rendant possible ce type d'expérimentation de reconnaissance faciale par la vidéosurveillance dans un territoire en France. Pire, au plein cœur de l'été, la ville de San Francisco vient de voter l'interdiction de la reconnaissance faciale dans l'espace public sur son territoire. Et pendant ce temps-là, en dehors de tout cadre, malgré les demandes assez véhémentes de la CNIL, le territoire à Nice a expérimenté ce dispositif. En parallèle, vous l'avez peut-être vu, la décision va être rendue par la CNIL, je crois, aujourd'hui ou demain. Un autre territoire, qui est celui de Saint-Étienne, expérimentait la pose de micros dans l'espace public. Et la CNIL a dit « Stop, il n'y a pas de cadre fixé, vous suspendez votre expérimentation tant qu'on n'a pas fixé le cadre ». Et Saint-Étienne l'a suspendu, là où Nice est allé jusqu'au bout. Tout ça, c'est des sujets qui vont très vite et nous allons être confrontés à de vrais enjeux par rapport à ces données. Alors, la réponse à ça, c'est certainement de construire une forme de data trust à la française. C'est un modèle à inventer. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui de structure qui a été créée de façon opérationnelle, sauf sur des domaines très ciblés, je pense notamment au monde de la santé, mais en termes de gestion des villes, il n'y a pas aujourd'hui de structure opérationnelle qui fonctionne, qui gère des données. On ne parle plus de Google, là on ne parle plus de Toronto, mais on a les mêmes questions et les mêmes problèmes aujourd'hui en France. Il y a un travail qui est un projet qui n'a pas encore débouché de Cross Data Tech à Grenoble, un espace de partage ultra sécurisé de données privées, personnelles et de données publiques sur des questions de mobilité, de qualité de l'air et de santé, qui est un projet en devenir avec un modèle à inventer de contrôle citoyen. Il y a la région Occitanie. L'an dernier, la région Occitanie était venue ici au Salon de la Data nous parler d'un projet qui s'appelle Occitanie Data, qui maintenant a vu le jour, qui est une structure dans laquelle des acteurs publics et des entreprises, comme Airbus, le CNES, la Météo France, des universités, sont en train de créer les conditions de partager des données pour que leur traitement puisse générer du bien commun et des retombées qui seront d'intérêt général, avec des règles éthiques à nouveau, avec des règles techniques, avec des outils de contrôle extrêmement intéressants. Il y a d'autres expériences. On peut attraper le sujet par un autre bout, c'est de dire que le meilleur moyen qu'il y ait de la confiance, c'est qu'il y ait une maîtrise personnelle de chacune et chacun des usages qui sont faits de ces données dans le cadre du développement des projets de ville intelligente. C'est des expériences du self-data territorial. Aujourd'hui, 3 villes en France expérimentent ce dispositif. Lyon, La Rochelle et Nantes. En guise de conclusion, j'aurais tendance à dire, je vous ai parlé du projet de Toronto, j'espère que ça vous aura intéressé, et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, allez consulter la totalité des documents, ils sont en ligne. Mais la question que je voulais vous poser d'une certaine manière, c'est de se dire,
Et si le problème, ça n'était pas seulement Google à Toronto? Et si les questions que nous pose le sujet de Toronto, parce que c'est Google, est-ce que ces questions ne se posent pas aussi fortement chez nous, ne se posent pas aussi fortement à nous? Et d'une certaine manière, en voulant tester ex nihilo un projet un petit peu radical, absolu, transposable dans le monde entier, est-ce que la ville de Toronto ne nous rend pas service à tous en nous disant « voilà les questions que tout cela soulève, vous avez peut-être aussi intérêt à vous les poser ». Et en guise de conclusion, je reviens une seconde sur ce qui se passe ici à Nantes, pour vous dire qu'il y aura peut-être un jour un quartier, je ne sais pas où ça bug, il y aura peut-être c'est du sabotage, c'est Google. Il y aura peut-être un jour un quartier sidewalk en France. Il y a des rumeurs qui circulent d'une ville du sud de la France qui serait en train d'examiner les conditions d'arrivée de ce dispositif. Et puis, du coup, vous ne verrez pas la dernière slide. La dernière slide, c'était la charte métropolitaine de la donnée de Nantes, pour simplement vous dire en guise de conclusion que si demain, il doit y avoir un quartier sidewalk en France, ça ne sera pas dans un territoire qui a adopté une charte métropolitaine de la donnée telle que celle-là, parce que cette charte, telle qu'elle est aujourd'hui adoptée par la métropole, elle pose des principes qui font que ce serait tout à fait incompatible du point de vue de la souveraineté publique sur l'intérêt général, du point de vue de la protection des données personnelles et d'une certaine manière du point de vue de nos libertés individuelles. Voilà, merci à vous.